Bonjour à tous, bonjour Benja, bonjour la communauté, bonjour Bonjour. suivre en ce mardi matin, fin de matinée. Voilà, ici pour le moment, on sait très bien que le déconfinement a commencé, mais bon, voilà, ici en Belgique, il est encore bien présent, l'air de rien. Et moi, personnellement, je ne sais toujours pas travailler, je pense que Paul non plus, et Benjamin non plus. C'est pour ça qu'on vous a donné l'opportunité de faire la suite en fait du premier rendez-vous qu'on a eu avec Paul, qui était super intéressant, qui a été, je pense, le podcast le plus partagé en fait et le plus vu parce Ouais, que ça, top 3 en tout cas. ouais, ça a vachement interpellé les gens, ça a parlé aux gens. Et alors on s'était dit qu'on allait faire une suite. Et cette suite, voilà, comme un accord, on s'est dit qu'on allait partir sur, entre guillemets, enfin, la grande sphère de l'apprentissage et des difficultés scolaires. Et ensuite, on verra d'autres thèmes exactement. Et ensuite, évidemment, si vous avez des questions, on répondra à vos questions. Il n'y a pas de souci. Voilà, Paul, je voulais un peu, voilà, mettre un peu ton expérience par rapport à ça en avant, nous parler un petit peu de pourquoi toi, même si on en a déjà parlé un petit peu, pourquoi toi, l'apprentissage et les difficultés scolaires, ça te touche très fort. Voilà, je voulais un peu que tu discutes de ça, de tes problèmes rencontrés, des choses que tu as pu observer par rapport à ces réflexes archaïques qui sont voilà, un frein énorme au développement voilà, psycho-émotionnel, cognitif, etc., etc. Je t'en prie, Paul. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis très honoré de revenir chez vous, d'avoir une suite à mon podcast ça m'honore. Je suis très content. Écoute, moi, l'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué quand j'étais gamin, puisque dès l'âge de 6 ans, j'étais en difficulté scolaire. J'aimais pas le système scolaire, j'étais en difficulté. Mais ce qui était paradoxal et qui, je pense, va parler à beaucoup de gens, c'est que parallèlement de mes difficultés scolaires, on me disait que j'étais intelligent. Donc mes parents disaient mais t'es intelligent, tu devrais réussir. Les enseignants m'écrivaient toujours Paul devrait réussir, c'est un élève doué, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Ou alors on me disait il fait pas assez d'efforts, il travaille pas assez, pourtant il est intelligent. Parce que c'est vrai quand on me parle, j'ai l'air intelligent. Mais tout d'un coup on me demande d'écrire quelque chose ou on me demande de faire des calculs et tout d'un coup dans ma tête c'était horrible. Et puis on me demandait de rester assis toute la journée à l'école en classe et pour moi c'était horrible. Ce que j'aimais c'était sauter, courir, bouger, grimper, interagir et parler beaucoup. J'aimais beaucoup parler. Pour moi, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était assis, orienté vers une personne qui avait soi-disant un savoir et nous pas, alors que j'ai toujours estimé que l'apprentissage, c'est un échange. Tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué petit. Et puis, comme j'avais des difficultés, en fait, c'est pas que j'avais des difficultés. Je préférerais dire aujourd'hui que le système scolaire n'était pas adapté à mon fonctionnement. Eh bien, je suis sorti de ce système scolaire assez vite. Mes parents ont essayé des approches alternatives. Et puis, à 16 ans, j'ai quitté le système scolaire et j'ai cherché des moyens pour m'aider en France, en Belgique, en Suisse, et puis après plus loin. Et puis, plus tard, quand j'étais un peu plus grand, dans la vingtaine, j'ai créé un centre de formation qui s'appelle toujours et qui existe toujours, que je dirige, le centre de formation Le Plaisir d'apprendre. Et dans ce centre de formation, mon but a toujours été de développer tout ce qui touche à l'amélioration de l'apprentissage. Alors évidemment, au départ, on pense lecture, écriture, scolarité. Et puis très vite, je me suis aperçu en travaillant avec des professionnels que tout le monde était touché, que ce soit l'apprentissage d'un geste sportif, ce qui vous concerne beaucoup, mais j'ai travaillé avec des musiciens, puisqu'il s'agit aussi d'apprentissage, et j'ai travaillé avec des adultes. Figurez-vous que j'ai travaillé avec des adultes qui sont par exemple des gens qui doivent passer une agrégation. L'agrégation, c'est le niveau d'études le plus supérieur dans l'éducation, c'est-à-dire des profs qui deviennent agrégés, des universitaires et tout. Ils sont venus dans mon cabinet. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas dire que le gars qui passe une agrégation, à la base, il a un problème d'apprentissage. Pourtant, il est dans une situation de sa vie où il cherche à apprendre quelque chose de nouveau. L'examen de l'agrégation en France, c'est 6 heures d'examen. C'est 6 heures sans pause. C'est un examen qui dure 6 heures. C'est un truc de folie. Donc, ça nécessite des compétences très élevées. De la même manière qu'un mec qui fait un marathon doit développer de grandes compétences. En fait, j'en suis arrivé à un point dans la vie où j'estime que la vie est apprentissage. Et c'est une grande caractéristique de l'Homo sapiens, c'est notre grande capacité d'apprentissage. On peut toujours apprendre, évoluer et grandir. Et c'est là où je fais la différence avec le vieillissement. J'estime que tant que j'ai des choses à apprendre, je ne vieillis pas. À partir du moment où j'estime que j'ai plus rien à apprendre, c'est fini. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé ou qu'est-ce qu'on bouffe. Alors, on peut vieillir très jeune. Il y a des gens qui sont vieux très jeunes. Ils disent voilà, j'ai pas d'objectif dans la vie. C'est juste bon, voilà, je suis là, mais j'ai pas d'objectif. Je pense que la vie est apprentissage. Ce qui veut dire que quand quelqu'un va chez un professionnel,
que ce soit, évidemment, on va penser à ça, un logopède, un orthophoniste, un psychomotricien, parce que c'est un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, on se dit voilà, il faut qu'il aille chez le logopède, l'orthophoniste ou le psychomote, ou éventuellement le psychologue. Mais moi, je dis, toute personne qui va chez un thérapeute ou un coach, il est en situation d'apprentissage. Par exemple, je vais pas, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils sont angoissés, stressés avec ces histoires de confinement, etc. Et ils veulent prendre rendez-vous chez le psy. Et c'est logique. Ils ont une angoisse, ils ont une peur, ils vont chez le psy. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une situation dans laquelle je dis, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment agir dans cette situation, je me sens bloqué. Donc, instinctivement, c'est la fuite ou la lutte. J'ai envie d'attaquer ou de m'enfuir, mais ou de m'immobiliser, je reste chez moi. On le voit typiquement, nous, on a des formations qui sont proposées et il y a des gens qui disent je peux pas venir, je peux pas venir dans votre centre de formation, je peux pas venir dans le cabinet, on est en zone verte, ils sont à moins de 100 km, on va être un tout petit groupe, mais ils ont trop peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation d'apprentissage. Quand je vais aller chez le psy, il ne va pas faire de la magie. Le psy, il va finalement m'apprendre, comprendre, mais faire en sorte que j'apprenne un nouveau fonctionnement pour pouvoir agir. La situation, elle ne va pas changer. La situation sera toujours la même, mais j'aurai appris à agir différemment. Et bien, c'est la même chose pour vous, les gars. Quand vous entraînez quelqu'un, il va apprendre un nouveau fonctionnement. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les approches corporelles, c'est que finalement, quelle qu'elle soit, au plus large, c'est qu'on est toujours en situation d'apprentissage et qu'on ne se dit jamais à un moment donné, hop, ça y est, je sais bouger. Ça n'a pas de sens. Tu ne dis pas, ça y est, un jour, je suis suffisamment musclé, j'ai plus besoin de m'entraîner. Et donc, qu'est-ce qui se passe qui peut des fois surprendre les gens? C'est qu'il y a toujours une nouvelle manière de s'entraîner. Hein, on appelle ça souvent de l'extérieur des modes, mais en fait, ça change tout le temps. Et même si toi, tu es dans un système d'entraînement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le changer en permanence parce que ton corps, sinon, il s'adapte et il ne progresse plus. Donc, on doit toujours changer. Et ça, c'est une caractéristique de l'être humain. On lit des livres, mais on n'a pas un seul livre chez soi. On en a lu, il y en a qu'on adore, qu'on va relire, mais on va apprendre ensuite avec un autre livre, et puis un autre, et ainsi de suite. En fait, la vie, c'est une progression que je visualise en spirale. Ça ne s'arrête jamais. Mais, des fois, que ce soit d'un point de vue corporel, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue cognitif qui était la passion de toute ma vie, je me sens bloqué. Je sens que j'ai plus accès à mon potentiel. Et c'est là où tu m'as tendu la perche, où les réflexes archaïques ont un énorme rôle à jouer, mais pas que, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Donc voilà un petit peu… Ouais. Mais au niveau des… Moi, il y a un truc que j'aimerais bien mettre Oui. voilà, en vision par rapport aux gens, c'est en fait où se placent les réflexes archaïques par rapport à notre évolution. Et en fait, voilà, ce que j'ai bien pu comprendre, c'est qu'on a les réflexes autonomes, les réflexes comme les battements cardiaques, la respiration, enfin la respiration on peut la contrôler, mais tout ce qui est hormonal, etc., qui est sur un circuit qui est involontaire. Et ensuite, on a les réflexes archaïques, et ensuite les réflexes posturaux, les réflexes de vie, Oui. qui sont des réflexes non intégrés, c'est ça? C'est bien ça? Alors, en fait, tu as tout à fait raison de mettre à part. Il y a les réflexes corporels sur lesquels on a quasiment aucun contrôle. Comme tu l'as dit, les battements cardiaques, les choses hormonales, les choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et Dieu soit loué, c'est réflexe, c'est-à-dire ça se passe tout seul. Sinon, quand je dors, je suis mort. Donc, quand je dors, tout ça continue à fonctionner. C'est la preuve que c'est réflexe. Ça veut dire quoi? Ça ne nécessite pas de pensée consciente, rationnelle ou quoi que ce soit. Si tu veux bien, pour expliquer la chose, je vais parler des animaux. J'adore regarder les animaux, parce que les animaux, c'est extraordinaire. Parce que souvent, on fait la différence en disant ouais, nous, on n'est pas vraiment des animaux, on est des animaux à part, on est des animaux qui ont de la conscience. Voilà, on a la conscience. On a aussi la volonté, on décide, on fait des choix. Donc, on n'est pas des animaux comme les autres. Mais quand on regarde les animaux, ils ont un savoir ancestral, alors qu'on va appeler réflexe, on va dire c'est réflexe. Ils n'ont pas pensé de manière logique et rationnelle, mais ils sont capables de comportements extraordinaires. Alors, cela dit, certains animaux ont des grandes capacités d'apprentissage. On peut les dresser à faire des choses extraordinaires. Mais il y a 3-4 jours, dans ma haie de mon jardin, qui est juste là, il y avait un nid de fourmis. Donc, pas de fourmis, pardon, d'araignées. Donc, des tas de bébés araignées qui éclosent. Donc, tu vois, il y a je sais pas, une araignée, elle a dû pondre des œufs. Et puis, tout d'un coup, il y a un amalgame de microscopes araignées quasiment invisibles à l'œil nu qui ressemblent à juste des petits points. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je m'approche un petit peu pour regarder. Et là, en m'approchant un peu, ce petit nid d'araignées, elles ont peur. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées partout se disperser sur la toile. En une fraction de seconde, tu vois toutes les minuscules araignées qui font ça. Et puis, tu ne bouges pas, elles ont plus peur et elles reviennent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces araignées, elles ont un mécanisme collectif
instinctuel, réflexe, quand il y a un danger qui vient, pour protéger l'ensemble de la population, ils se dispersent. Ça veut dire que si je les attaque, peut-être que j'en tue quelques-unes, mais pas toutes. Est-ce qu'individuellement, elles ont la conscience de « Ah, je fais ça pour sauver mon prochain ?» C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19. Tu peux te dire, par exemple, toi et moi, je ne suis pas dans la population à risque, je ne suis pas diabétique, je n'ai pas d'insuffisance respiratoire, je suis en bonne forme physique, je suis relativement jeune, surtout vous plus que moi, donc a priori, je ne suis pas à risque. Donc, je m'en fous. Sauf que qu'est-ce qu'on fait comme société? On fait on pourrait, et les gouvernements pourraient dire attention, on se met en danger d'un point de vue de l'économie, mais néanmoins, on se dit où est le plus grand facteur de risque et on décide collectivement, et d'ailleurs c'est quasiment toute la planète, donc on est comme ces petites araignées, collectivement on décide confinement généralisé pour éviter la propagation du virus. Donc là, on pourrait se dire, les humains ont pris une décision intellectuelle, cognitive, sauf que les animaux vont aussi avoir des réactions comme ça. Donc chez les animaux, ils ont tout un tas de réflexes. Et c'est vrai que les animaux, ils sont tous réflexes. Je vais aller à un animal, on va dire, ah, ok, les araignées, bon d'accord, c'est très très archaïque, c'est tout réflexe. Bah, prenons les singes. Les singes, là, déjà, c'est nos plus proches cousins. 98, 98% et quelques d'ADN en commun avec les chimpanzés. Donc, ils sont très très proches de nous, les chimpanzés. Eh bien, eux, ils vont avoir un certain nombre de réflexes aussi, et certains de ces réflexes, on les retrouve chez nous, comme par exemple le réflexe de Moro. Et là, ça va nous permettre de comprendre la différence entre, si je puis dire, l'animal et l'humain. Donc, on devrait dire entre l'humain et les animaux non humains. Parce que c'est ça le truc, on est des animaux. Donc, entre l'humain et les animaux non humains. Le réflexe de Moro, c'est quoi? Quand le singe, il va être dans son arbre, il dort sur sa branche, et il est en hauteur. Hein, il ne dort pas au sol, il ne dort pas par terre, le singe. Le chimpanzé, il est en hauteur dans son arbre. Si jamais il tombe, à un moment donné, parce qu'il est sur sa branche, normalement, ils font des petits nids où ils se sécurisent pour dormir tous les soirs, ils fabriquent leurs petits nids pour dormir. Bref, admettons qu'il tombe ou qu'il y a un danger ou quelque chose qui se passe. Il va automatiquement ouvrir ses bras, ouvrir ses mains pour aller attraper les branches. Et puis, c'est réflexe. C'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi, il a lancé ses tentacules, en quelque sorte, il a ouvert son parachute pour aller agripper. Donc, il coordonne tout de suite les choses. Et il va activer deux réflexes. Le réflexe de Moro pour aller au loin et sortir du centre pour aller vers la périphérie, et le réflexe d'agrippement. Et ensuite, il peut lancer sa brachiation et s'enfuir. Nous, quand un petit bébé vient au monde, il a ces deux réflexes présents. Il a le réflexe de Moro et le réflexe d'agrippement identique à un chimpanzé. C'est-à-dire, tu prends un bébé qui vient de naître et jusqu'à l'âge de 3 mois, il a exactement ça. Tu fais semblant de le lâcher, comme s'il tombait de sa branche, et hop, s'il fait ça, le bébé, il ouvre ses mains, il cherche à agripper et il revient vers lui, il se remet dans cette position-là. Donc, en quelque sorte, il a exactement la même réaction que le singe. À ceci près, c'est qu'au bout de 3 mois, tu reprends ce même bébé et il ne réagit plus. Il n'a plus peur. Il a appris à contrôler sa tête. Il sent bien qu'il ne tombe pas et il ne mobilise plus ce réflexe de Moro. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Le réflexe était présent. C'est un réflexe archaïque. Il est présent à la naissance. Il s'est exercé pendant un certain temps, puis il disparaît. Donc le réflexe a joué un certain rôle. Ce qui est amusant, c'est que chez nous, on a dit, voilà, après 3 mois, le réflexe a disparu. Ok, on s'en était arrêté là jusque dans les années 80, où des chercheurs ont mis en évidence que justement, puisque vous vouliez qu'on parle d'apprentissage aujourd'hui, les enfants en difficulté scolaire présentent des réflexes archaïques toujours là, donc non inhibés. C'est-à-dire que dans mon cabinet, je vois des gamins, ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont en difficulté, tu leur demandes de se mettre debout, et c'est ça le plus drôle, tu vas leur donner la consigne verbale, intellectuelle. Je me mets derrière toi, regarde, je suis très costaud, c'est un gamin, il a 10 ans. Donc ici, ce n'est pas comme si j'avais un mec de 2 mètres qui pèse 200 kilos ou quoi que ce soit. Non, je suis derrière toi. Tu sens mes mains, elles sont sur ton dos. Laisse-toi un tout petit peu aller en arrière et je te rattrape. On fait ça sur 10 centimètres. Et je lui préviens, je vais te lâcher. Tu gardes tes bras devant toi bien détendus, mais tu ne bouges pas. Et puis au moment, je dis et je compte. 1, 2, 3, je lâche. Je le préviens. 1, 2, 3, je lâche un tout petit peu. Et là, malgré ce que j'ai dit, le gamin fait ça. Il est apeuré, comme s'il tombait de sa branche et il disait « au secours ». Alors qu'il s'agit de pas grand-chose. Et je répète ça 2 ou 3 fois pour il est toujours comme ça. Donc, ça, normalement, ça ne devrait pas se passer. Ça va se passer que chez un certain nombre de personnes qui n'ont pas inhibé petit ce réflexe. Donc, le réflexe est resté présent. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est des gens qui vont facilement stresser. C'est-à-dire qu'il y a une situation de stress, ils sursautent, ils ont peur. Ces enfants-là, à l'école, par exemple, quand ils sont assis et qu'il y a du monde derrière eux, ils vont avoir peur parce qu'ils ont peur qu'il y ait un danger qui leur survienne tout de suite. Leur réflexe de stress va être
va surgir très vite. C'est-à-dire que leur niveau de stress leur seuil de stress est très bas. Il ne suffit pas grand-chose pour que tout de suite le moraux s'active. Ils sont exactement dans la circonstance de quelqu'un qui dormirait dans une forêt et où il y a des bêtes sauvages. Parce que c'est ça à la base. Nous étions une sorte de singe qui vivait dans la forêt où il y a des bêtes sauvages. Et donc, il ne s'agit pas de s'endormir trop profondément. Et il s'agit, au moindre signal d'alarme, de réagir et de s'enfuir de branche en branche. Donc, aujourd'hui, nous, on a d'autres possibilités d'attaque ou de fuite. Bref. Donc, maintenant, ce n'est pas fini l'histoire, parce qu'on pourrait se dire le réflexe doit disparaître et il y a des gens chez qui ça n'a pas disparu. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Le réflexe ne disparaît pas, il s'inhibe. Inhiber, ça veut dire quoi? Le néocortex, là où il y a la pensée logique et rationnelle, il prend le contrôle de mon mouvement dans la vie de tous les jours. J'ai besoin d'utiliser mes bras, mes jambes. Mais en cas de danger, à ce moment-là, c'est les réflexes qui reprennent le dessus. Exemple, ce réflexe de Moreau. J'en ai pas besoin dans la vie de tous les jours. Je suis bien stable, je sais marcher, il n'y a pas de danger, j'en ai pas besoin. Au contraire, s'il est là, il va me rendre super sensible au stress. Mais maintenant, admettons c'est l'hiver, ou c'est l'automne, il y a des feuilles glissantes, ou c'est l'hiver, il y a des plaques de verglas. À ce moment-là, au moment où je vais perdre l'équilibre, s'il y a un danger, ou une peau de banane, et qu'est-ce qui va se passer? En Belgique, c'est peut-être quelqu'un, il a laissé tomber des frites au sol, et toi, tu glisses sur tes frites. Voilà. On ne juge pas, s'il vous plaît. C'est pas un jugement. J'ai beaucoup ri quand l'État belge a dit qu'il fallait manger des patates parce que les Belges, à cause du confinement, ne mangeaient pas de patates et qu'il y avait des millions de tonnes de pommes de terre qui étaient en train de pourrir partout. C'était une question de dépression culturelle. C'était important. Oui. De sauvegarde de la nation belge. Sauvegarde de la nation belge. C'est très important. Alors, au moment où je glisse, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un mouvement de Moreau. Pourquoi je vais avoir ce mouvement de Moreau? Parce que je cherche à me réagripper. Combien de fois ça nous est arrivé de nous promener et de faire ce mouvement-là quand on perdait l'équilibre? C'est-à-dire que le réflexe, il est en règle générale contrôlé parce que j'en ai pas besoin, mais s'il y a un danger qui vient, mon réflexe ressurgit. Et là, on va dire, mon réflexe ressurgit à bon escient. Parce qu'il y a perte d'équilibre, j'ai besoin du réflexe pour aller lancer mes bras, agripper et me stabiliser. Et ça nous arrivait souvent. Mais on peut faire une petite blague avec ça, si je puis dire, pour montrer à quel point les choses sont compliquées et sont liées à notre évolution archaïque. Si tu te promènes avec un sac, j'ai pas de sac ici, admettons que tu as un sac à main, ou tu te promènes avec quelque chose, ton sac de course, et que tu glisses à ce moment-là, tu vas pas lâcher ton sac pour faire ça. C'est ça la surprise, c'est que tu vas agripper le truc et tomber avec. Tu vas t'agripper au sac. Parce que à quoi sert ce réflexe? Le réflexe, il est fait pour m'agripper et me stabiliser. Mais s'il y a un objet à disposition, je m'agrippe au truc le plus proche. Ce n'est pas efficace d'un point de vue ici de l'efficacité. Je vais tomber, je vais me péter le coccyx ou je vais me faire un traumatisme crânien ou que sais-je. Et les gens, s'ils me voyaient, ils me disaient mais il était si précieux ton sac que tu t'as grippé à ton sac. Non, le but du réflexe, c'est de m'agripper. Alors, dans la nature, si je suis dans un arbre ou dans une forêt, évidemment, je vais faire ça, il y a plus de chances que je me ragrippe à quelque chose. Donc, des millions d'années d'évolution dans la nature, mais de nos jours, on a des sacs, on porte, je sais pas, notre parapluie, et ça, l'évolution n'a pas encore rentré dans notre génétique, le paramètre parapluie ou sac, évidemment. Et donc, vous voyez qu'on a un programme, on a des dizaines de programmes moteurs préétablis qui sont les réflexes archaïques, qui nous servent à faire des trucs de base, qui sont présents chez le bébé, qui indiquent donc le bébé est déjà pré-câblé neurologiquement, puis le néocortex se développe, je n'ai plus besoin de ce câblage qui soit là en permanence, ce câblage réflexe qui soit là en permanence, parce que j'apprends des comportements en tant qu'animal humain, j'apprends des comportements plus adaptés. Mais dès que c'est nécessaire, le pilote automatique, ce sont les réflexes qui reprennent les commandes. C'est ça. Ça va? Okay. Ouais. Est-ce que quand on parle de réflexe archaïque, alors tu me dis si je me trompe, il y a vraiment le réflexe archaïque, il y a aussi, je suppose que tu m'entends, ça va, parfait, c'est pour être sûr. Donc il y a le réflexe archaïque, donc on a l'acquisition de ce réflexe archaïque qui est quelque chose qu'en fait pendant des années les gens ont pris pour acquis et en fait on a appris récemment, en tout cas pour ma part, que ces réflexes n'étaient pas forcément acquis. Mais alors par rapport à tout ce que tu dis, est-ce que le stade ultime d'acquisition de ces réflexes archaïques, c'est aussi la possibilité d'inhibition de ceux-ci? C'est exactement ça. En fait, il y a un grand neurophysiologiste français, très grand professeur français qui s'appelle Alain Berthoz, qui est un neurophysiologiste, professeur au Collège de France. Donc là, on est au plus haut. Lui,
il parle beaucoup de cette capacité d'inhibition. En fait, notre cerveau se caractérise par la capacité d'inhiber. Et ça fait une grosse différence. Je donne un exemple. Tu as deux chiens qui se rencontrent au parc. Les deux chiens se rencontrent au parc, ils ont ou deux chats ou quoi que ce soit. Ah voilà, le sang, voilà. Alors, il a écrit plein d'autres livres depuis, et son dernier livre, c'est un livre sur l'inhibition. C'est un livre sur l'inhibition entier. Et effectivement, c'était une grande référence. Eh bien, tu as deux chiens ou deux animaux ou deux singes qui se rencontrent. Il va tout de suite y avoir une réaction de dominant-dominé avec les réactions de fuite ou de lutte, et ils réagissent comme ça, c'est conditionné. Deux chats se rencontrent et soit il y en a un qui s'enfuit et l'autre qui attaque, etc. Maintenant, nous. Et donc, eux, ils sont en quelque sorte prisonniers des réactions de stress, attaque ou fuite. Maintenant, nous, on a d'autres possibilités. C'est que nous, on peut inhiber. Et comment on peut inhiber? C'est qu'on a développé un énorme néocortex qui a cette capacité d'inhibition. C'est-à-dire, toi, tu as un patron qui te fait chier, tu t'enfuis pas forcément et tu n'attaques pas forcément ce patron. Bon, parce que tu sais qu'à long terme, ça va être emmerdant. Si tu ne viens pas au boulot, tu vas te faire virer. Et si tu attaques ton patron, là aussi, tu vas te faire virer, il y aura d'autres conséquences. Mais ça, c'est caractéristique de l'être humain. On fait des tas de choses qu'aucun autre animal ne ferait parce qu'on est capable d'inhiber. On est capable d'inhiber notre pensée, on est capable d'inhiber notre mouvement, on a une énorme capacité d'inhibition, jusqu'à un certain point, jusqu'à un point que le stress est si élevé, tu ne puisses plus inhiber, ou que tu en tombes malade. Quelqu'un qui a un patron qui lui fait une pression morale telle qu'à un moment donné, tu en tombes malade, tu fais une dépression ou tu attrapes une autre maladie. Mais d'une certaine manière, ton corps te fait ça pour que tu n'ailles plus rencontrer ce stress. Et donc, c'est une forme de fuite, si je puis dire. Ce n'est pas la véritable fuite, mais c'est ça. Moi, à l'école, j'avais tellement mal au ventre que je ne pouvais pas aller à l'école. Très souvent, j'ai mal au ventre, Au moment où ma mère me disait « c'est bon, aujourd'hui, tu ne vas pas y aller à l'école », le mal de ventre avait disparu. Et je te dis, ce n'était pas du chiquet. J'avais les intestins noués. Je souffrais terriblement. J'étais hospitalisé plusieurs fois en disant « mais non, il n'y a rien. Mais putain, mais j'ai mal pourtant ». Et ça, c'est le stress. Et ça peut nous arriver. Un inspecteur d'impôt, n'importe qui, a un coup de téléphone et puis une mauvaise nouvelle et tout d'un coup, tu as ton corps qui réagit. Et voilà. Par contre, il y a des tas d'autres stress qui nous rendent plutôt agressifs et violents. Nous, les êtres humains, on a développé des capacités d'inhibition phénoménales qui nous permettent de vivre dans des circonstances parfois même un peu abusées. On nous demande aujourd'hui de travailler dans des environnements qui sont bruyants, désagréables, de vivre dans des villes qui sont polluées, désagréables, moches, etc. Mais je ne sais pas, on est bizarre, on a inhibé et on y va quand même parce que notre cerveau a quand même une direction vers laquelle se diriger, un objectif. Autrement dit, on a des choses à apprendre, à découvrir et ça nous motive quand même. Voilà. Cette capacité, c'est ça en fait. Cette capacité d'inhibition fait aussi partie, je pense, de la plus grande force de l'humanité, qui est son adaptabilité justement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça non plus. Et moi, je suis vraiment en train d'essayer de m'écouter pour justement voir un petit peu ça. Mais être capable de s'adapter ne signifie pas être en accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire que tu peux très bien t'adapter à quelque chose, comme tu l'expliques très bien avec, par exemple, un travail qui ne vous convient pas. Combien de gens, on leur parle, ça fait 15 ans qu'ils sont malheureux, mais bon, j'ai une bonne voiture, donc ça va. Et en fait, tu t'es adapté, mais ça ne te convient pas. Donc… Tout à fait. Et ça, en fait, ça fait partie de la grande intelligence humaine parce qu'à la base, réfléchissons-nous. Tu prends, même vous deux qui sont des gars entraînés, des coachs et tout, on vous prend, on vous met tout nu, dans la jungle, dans la forêt. Et juste avec tes mains, sans rien du tout, tu dois te débrouiller pour bouffer, te protéger du froid, des animaux. Mais ça ne va pas être possible. On ne va pas vivre longtemps. Pourtant, il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui vivent là-bas, dans la jungle, en Amazonie, etc. Mais pas tout seul. On vit en groupe. Mais nous, on a dû découvrir. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cuir solide, on n'a pas de fourrure. On est très, très faible par nous-mêmes. Donc, on va tenir par notre capacité à vivre en groupe, par la tribu, la force de la tribu, par la création des outils et par les capacités d'adaptabilité extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des humains qui vivent dans la jungle, il y a des humains qui vivent mais en Alaska, il y a des humains qui vivent dans le désert de chaud, dans le désert de froid, au sommet des montagnes, en Himalaya. Il y a des gens qui vivent en Himalaya, où leur système d'oxygénation est modifié pour pouvoir vivre là où il n'y a presque pas d'oxygène. Et il y en a qui vivent dans la mer quasiment, sur des petites îles. Et ce sont les mêmes Homo sapiens qui, alors qu'il n'y a pas d'animaux qui s'adaptent à tout ça, sont peut-être des fourmis, des araignées, justement, des animaux très archaïques. Mais dans les mammifères, en général, les mammifères ont une niche, un habitat précis. Nous, on s'est tellement adapté que toute la planète est devenue notre habitat. Mais
on risque d'en crever parce qu'on a tellement massacré la planète qu'à un moment donné, cet habitat devient de moins en moins vivable. On arrive à vivre entouré de béton, mais un jour ou l'autre, les ressources naturelles seront complètement épuisées et on est le seul animal sur cette planète à détruire tellement son habitat qu'à un moment donné, on rend la vie invivable pour nous-mêmes, ce qui est quand même un comble. En plus qu'on a tué qu'on éradique les autres espèces animales et végétales parce qu'on est un fonctionnement égocentré en tant qu'être humain. J'ai une question ici. Oui. Est-ce qu'un réflexe peut être inhibé durant une activité physique, mais pas dans la vie de tous les jours? Alors ça, c'est une excellente question parce qu'il faut bien prendre conscience que les réflexes, ce ne sont pas du noir ou blanc, du tout ou rien. Puisque j'ai dit que les réflexes sont liés à l'inhibition néocorticale, eh bien, ça veut dire que mon néocortex peut inhiber ou désinhiber à volonté ou pas en fonction des circonstances. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Tu peux prendre quelqu'un qui est là, chez lui, peinard. Moi, je vais prendre un enfant. Il est là avec sa maman dans mon cabinet. Puis je lui dis de penser à des choses qu'il aime bien et à être simplement présent. Et je lui fais un bilan réflexe. Donc, c'est-à-dire, je regarde son réflexe de Moro, son réflexe d'agrippement, les réflexes du pied, des mains, du bras, du cou. Il y a des dizaines de réflexes. Donc, je peux tester comme ça des dizaines de réflexes. Et puis, je vais m'apercevoir que quasiment tout est bien. C'est-à-dire que son cerveau inhibe bien, il est bien intégré, il a un bon fonctionnement, tout fonctionne bien. Et puis tout d'un coup, je lui dis, maintenant parlons d'un objectif, de quelque chose que tu aimerais réaliser, qui te pose problème ou dans lequel tu veux être plus performant. Et il me dit par exemple, bah oui, quand je suis à l'école et qu'on m'interroge, je perds tous mes moyens. Et je lui dis, ok, maintenant imaginons qu'on est dans cette situation. Alors par exemple, je prends un tableau et j'écris contrôle. Et puis je lui dis, voilà, allez hop, viens devant la classe et récite ta récitation. Situation de stress. Fais une équation ou quoi que ce soit. Je le mets en situation de stress, d'apprentissage. Et là, je refais son bilan réflexe. Oh, surprise, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5 réflexes qui apparaissent. C'est-à-dire que les réflexes, enfin, plutôt, mon système nerveux m'a dit, oh, il y a une situation de danger. Situation de danger, fais appel aux réflexes. Les réflexes doivent prendre le contrôle pour pouvoir attaquer, t'enfuir ou réagir de manière appropriée. Et donc là, tout d'un coup, je vais retrouver des réflexes. On pourrait dire que les réflexes, ils sont sympas parce qu'ils veulent m'aider dans cette situation. Et c'est certain. Mais voilà où est le problème. C'est qu'à la base, nos mécanismes réflexes et nos mécanismes de stress sont adaptés pour la vie dans la nature, sont adaptés pour quand il y a des bêtes sauvages, pour quand il fait très froid, pour quand on meurt de faim, etc. Mais ils ne sont pas adaptés pour les petits stress chroniques de la vie de tous les jours. Donc mon système nerveux, il dit, quelqu'un veut m'interroger, ça me fait une émotion de peur. Peur, un animal veut me bouffer. Ah, Moreau, fuite ou lutte. À ce moment-là, on est construit pour ne pas réfléchir dans cette situation. Parce que quand tu as un lion qui te fonce dessus, tu ne continues pas à cogiter et à parler avec ton collègue. Genre, tu te promènes dans la forêt, tu dis, dans la jungle, et tu dis, tiens, tata, nana, ça va ta mère, ouais, tes enfants, ça va la famille. Tout d'un coup arrive un lion et tu ne continues pas à discuter. La réaction instinctive, c'est soit on décide d'attaquer, soit de s'enfuir en fonction de, par exemple, je suppose que vous et moi, vu qu'on n'a pas trop souvent vu des lions et qu'on ne sait pas y faire, on va plutôt faire l'immobilisation ou la fuite. Quand peut-être un grand guerrier qui vit là-bas, il sait qu'il faut attaquer le lion parce que le lion, personne d'autre ne l'attaque et il va avoir peur. J'en sais rien personnellement, c'est bien le problème. Donc, dans cette situation, à l'école par exemple, il y a le stress qui est l'examen, l'interrogation, et pour moi, je l'associe comme un stress. Et hop, les mécanismes se mettent en place comme si c'était une question de vie ou de mort. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas une exagération, parce que moi, je vois des gamins dans mon cabinet. Ils ne sont pas à l'école, je ne suis pas docteur, il y a des jouets, c'est sympa, tu vois, je ne suis pas professeur et tout. Et puis, je leur dis, bon, on discute sympathiquement, et puis tout d'un coup, je dis, montre-moi, tes parents disent que tu as du mal à lire, montre-moi comment tu lis, par exemple. Et là, je vois, ou écrit, ou calcule. Et là, je vois des gamins, ils se mettent à les émotions, et il y a des gamins, ils se mettent carrément à pleurer. Parce qu'ils c'est au secours, au secours, au secours, le truc qu'on m'embête tout le temps, la pression des profs, toute ma vie en dépend, si j'ai pas mon bac, machin, truc. Et il y en a qui sont presque à pleurer. Donc tu sais que tout d'un coup, leur système nerveux dit au secours, j'en peux plus. Et donc là, ils sont confrontés à un stress. Et en quelque sorte, ils lâchent les commandes, ils disent au secours, et donc les réflexes disent ça va pas, je viens. Et quand les réflexes viennent, c'est pour m'aider à m'enfuir ou à attaquer, mais pas pour réfléchir, penser, calculer. Et donc là, c'est piégeant parce que mon corps active les réflexes pour un bienfait à la base, mais sauf que ce n'est pas la bonne réponse parce qu'on n'est pas adapté à ce type de stress.
C'est ça. C'est-à-dire qu'un réflexe, par exemple, sur un apprentissage quelconque, imaginons, ben, allez, en l'occurrence, un problème mathématique, le gars n'arrive pas à faire des calculs, ces réflexes ressurgissent. Par Oui, contre, ces réflexes qui peuvent être aussi un frein à toutes les activités physiques, il peut se retrouver dans son activité physique qu'il aime beaucoup, et pourtant les réflexes ne vont pas forcément se mettre en place. C'est c'est ça. exactement ça. C'est C'est fou, ça. exactement ça. Alors, il y a deux cas de figure, cela dit, pour être vraiment très clair. Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, il y a un certain nombre de réflexes que je n'ai jamais intégrés. C'est-à-dire que je suis petit, il y a peut-être eu du stress pendant la grossesse, il y a eu peut-être du stress à la naissance. Je n'ai pas été suffisamment sollicité au niveau de la fabrication de mes réflexes, c'est-à-dire on m'a mis dans un trotteur, un Yupala, un Baby Relax, j'ai pas pu marcher à quatre pattes, on m'a pas assez porté, il y a eu des stress physiques, émotionnels, mauvaise alimentation. Et il y a de multiples facteurs. De nos jours, beaucoup de prématurité, beaucoup d'enfants naissent très tôt. On a du mal, on a parlé, j'ai évoqué la pollution et tout, mais du coup, les spermatozoïdes sont de moins bonne qualité. On a beaucoup moins de spermatozoïdes qu'il y a 30, 40, 50 ans. Les femmes ont du mal à avoir des enfants et à les garder. Et c'est un problème fréquent. Hein, Ouais, fertilité, effectivement. Ce problème, hein, des gens proches. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de ces enfants naissent prématurés. Et on sait que beaucoup de réflexes terminent dans les derniers mois. Hein. Donc, en particulier, le dernier trimestre, il y a plein de réflexes. Donc, évidemment, si tu nais au 6e mois, au 7e mois, il y a tout un tas de réflexes qui n'ont pas pu maturer correctement. Alors, attention, hein, attention, c'est un facteur parmi d'autres. Tous les gens qui sont nés prématurés ou leur enfant est né prématuré, que vous ne vous dites pas, ça y est, il y a des problèmes. Toute ventouse, forceps, césarienne, accouchement déclenché n'est pas forcément un problème. J'ai dit, il y a plein de facteurs. Donc, il y a l'alimentation, il y a le mode de vie, il y a les émotions, il y a le stress, etc. Donc, admettons que j'ai eu certains facteurs qui font que mes réflexes n'ont pas pu se développer assez petits, je vais avoir un certain nombre de réflexes qui ne s'inhibent pas, qui ne s'intègrent pas. Donc, ce réflexe-là, que ce soit dans mon sport, dans mon activité chérie ou dans l'école, de toute façon, ça me posera problème. C'est-à-dire que si c'est le réflexe asymétrique du coup, j'aurai du mal avec le tennis, j'aurai du mal à écrire, quelle que soit la circonstance. Et donc, j'aurai une difficulté dans tous les facteurs de ma vie à cause de ce réflexe. Si le moro ne s'est jamais activé, ne s'est jamais inhibé petit, je serai quelqu'un de facilement stressable, anxieux, quelle que soit la circonstance. Je perdrai mes moyens à l'école, mais je perdrai aussi mes moyens dans mon sport favori. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, après, il y a… Donc là, ça va être primordial pour nous d'identifier ces réflexes qui ne sont jamais intégrés et en priorité, les intégrer. Parce que là, ça va changer des choses dans la vie de la personne à tout niveau, cognitif, émotionnel et postural, corporel. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, tu peux prendre quelqu'un comme moi qui travaille depuis plus de 20 ans sur le réflexe. Si tu me fais un bilan réflexe là tout de suite, je suis dans une circonstance de faire une conférence et tout, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Je peux parier sans prendre de risque que quasiment tous mes réflexes sont intégrés. En revanche, tu me dis, voilà Paul, demain tu dois faire une conférence imprévue au Zénith, il y aura 1000 personnes et tout. Il y a des chances pour que je sois quand même un petit peu stressé par cette situation et que tu me fasses un bilan réflexe au moment où j'apprends cette nouvelle et que j'ai des réflexes non intégrés. Un exemple, la première fois qu'on m'a demandé de faire une intervention auprès d'un public de 200 médecins, là je peux te dire que j'en ai pas large à la fac de médecine. Et que j'étais en état de stress complet. Et d'ailleurs, je me suis un peu planté. Donc, tu vois, c'est-à-dire que j'ai voulu faire une blague pour introduire ma conférence et j'ai foiré la chute de la blague. Tu vois, et personne n'a rigolé. Tu te rappelles de la blague? Quoi? Tu te rappelles de la blague? Oui, je me rappelle très bien de la blague. C'est une blague belge. J'adore faire des blagues belges. À part de frites, ça, d'office. Mais sans frites, mais sans frites. Mais le problème, enfin bref, c'est pour dire que dans cette situation-là, c'était pour moi un stress et j'ai perdu mes moyens. Certains de mes réflexes ont repris le dessus et en me disant en quelque sorte, t'es fou, tu vas dans l'arène, tu vas te faire bouffer, etc. Sauve-toi. Voilà. Comme j'ai une capacité d'inhibition en tant qu'être humain et que j'ai quand même l'habitude, je l'ai fait, mais pas aussi aisément que d'habitude. Donc là, on a tous vécu ce genre de situation, c'est-à-dire on est en état de stress et on n'est pas efficace. Eh bien, là, les réflexes vont ressurgir, même si par ailleurs je vais bien. Donc, évidemment, la conclusion à en tirer, c'est le plus je fais des trucs dans ma vie qui me rendent fort au niveau de mes réflexes et qui permet plutôt de bien inhiber tout ça, le mieux je vais pouvoir réagir dans des circonstances de stress intenses. Et ça, c'est important. C'est typique
de ce qu'on appelle l'entraînement. Le fait de s'entraîner, c'est se mettre sans arrêt en Adapté au situation de stress contrôlé et volontaire pour étendre nos capacités d'adaptation. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est très chouette. On peut toujours changer ce curseur pour devenir de plus en plus résistant. Alors évidemment, c'est pourquoi c'est intéressant de varier les stress. Parce que si on a toujours le même stress, je serai adapté pour ce stress. Alors que si je varie sans arrêt mon entraînement corporel, émotionnel et cognitif, et le plus je peux faire face à un grand panel de stress, de situations, de danger, et le plus je deviens polyvalent dans mes capacités. J'ai une autre question ici d'une femme qui dit « Le vertige, la peur du vide, des réflexes non inhibés en cause ?» Point d'interrogation. Alors là, oui, bien, bien. Je vois que les gens ils créent des connexions, c'est chouette. Effectivement, le bébé a tout un tas de réflexes qui servent non pas à s'enfuir ou attaquer, comme on l'a vu, aux réactions de stress, mais il y a tout un groupe de réflexes qui servent pour faire face à quoi? À la gravité, à organiser la posture, à connecter le système visuel, l'oreille interne et la proprioception. Ben oui, c'est essentiel. Alors, autant c'est vrai pour tous les animaux, autant pour nous, c'est particulièrement vrai pour plusieurs raisons. Un, on est bipède. On est bipède, c'est assez fou. Quand on réfléchit au quadrupède, le quadrupède, peu importe son poids du corps, c'est réparti sur quatre appuis, et donc ça c'est facile, si on peut dire. Mais quand on s'est mis debout sur nos deux pieds, il faut savoir que le plus lourd, c'est la tête et le tronc. Et donc, il y avait des experts qui disaient que ce serait comme créer une maison dont une pyramide dont la base c'est la pointe et le haut, eh bien c'est la base de la pyramide. On inverse la pyramide. Il dit réellement les êtres humains d'un point de vue biomécanique, c'est ça, c'est une pyramide inversée qui se déplace. Donc c'est complètement fou d'être capable de faire ça. Et pour ça, il faut une oreille interne, mais en béton, extrêmement performante. Il faut un système visuel, ce qui est le cas chez nous, extrêmement performant, et un système proprioceptif, ce qui est aussi le cas chez nous, et tactile, hyper développé. Mais il faut que tout ça s'organise. Et ce n'est pas le cas à la naissance. À la naissance, le bébé n'a pas organisé. D'abord, son système visuel n'est pas mature, son système moteur n'est pas mature. En revanche, son système de l'oreille interne d'équilibre est mature à la naissance. C'est le premier nerf qui se myélinise, c'est le nerf vestibulo-cochléaire, donc le nerf de l'équilibre. Maintenant, il va falloir coordonner vision, oreille interne, centre de l'équilibre, et toute la proprioception corporelle, c'est-à-dire tous les capteurs qu'il y a dans les muscles, les ligaments, les tendons, les fascias, et qui envoient les informations au cerveau. Et donc, il faut que tout ça s'organise. Et pour ça, il y a tout un tas de réflexes. Et le plus connu, le plus fameux, c'est le réflexe tonique labyrinthique. Pour les intimes, c'est le RTL, réflexe tonique labyrinthique. Ce RTL, réflexe tonique labyrinthique, il est très intéressant. On prend un bébé. Quand le bébé est mis sur le ventre, il se met en boule, il se met en flexion. Si le bébé est mis sur le dos, il se met en extension. Et quand je porte le bébé, selon la face sur laquelle je mets, ventrale ou dorsale, il organise son tonus musculaire. Parce que son oreille interne lui dit, tu es dans cette position, et il a une façon de faire, et puis tu es dans cette position, une autre façon de faire. Et ça correspond à quoi? C'est très important. On va se dire pourquoi il fait ça et il fait ça, parce que ça correspond à ce qui se passe dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, l'oreille interne, la tête se met en flexion, et tout le corps se met en flexion, et c'est ce qui va permettre, grâce au RTL, réflexe tonique labyrinthique, de garder la position fétale dans le ventre de la mère. Et ça, c'est impératif, parce que si on ne la garde pas, on ne pourra jamais sortir. La position fétale est indispensable pour qu'on puisse sortir la tête d'abord. À la naissance, le bébé va avoir une déflexion, sa tête va faire une extension, et à ce moment-là, le réflexe RTL en extension va se mettre en place. Et ça va être très important, parce qu'ensuite, c'est grâce à ce RTL que va se combiner les chaînes musculaires antérieures et postérieures, et qu'en fonction des mouvements de la tête, le tonus s'adapte dans la chaîne postérieure ou antérieure, ce qui est très important, parce qu'en fonction de ce que je regarde et de ce que je fais, tout le tonus de mon corps s'organise. Donc chez le bébé, c'est réflexe, et c'est une petite chose à dire, c'est que ce RTL, c'est le réflexe le plus long à s'intégrer. Il met, d'habitude, les réflexes, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais lui, c'est 2-3 ans. Eh bien oui, pourquoi c'est 2-3 ans? Parce qu'il faut que l'enfant ait maîtrisé la marche, le mouvement, la course, 2 ans, le saut, etc., 3 ans, pour pouvoir que toutes les chaînes musculaires se soient organisées avec le système visuel et proprioceptif. Donc c'est 3 ans, mais ça sous-entend 3 ans où l'enfant a dû interagir avec son environnement énormément, sauter, bouger, courir, nager, danser, etc. Et plus il fait ça, plus il donne des connexions, plus il crée des connexions neurologiques, physiologiques entre le système visuel, le système auditif, le système musculaire proprioceptif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la base de la cognition. C'est-à-dire que plus l'enfant va connecter tout ça, plus il sera en mesure de bien réussir à l'école plus tard. Alors,
là, les gens ils disent, oh là là, tu as fait un saut quantique. Mais pas du tout. C'est ça. J'ai pas fait un saut quantique. Tu sais, les gens, waouh, un saut. Tu peux pas dire, tu parles de connexion corporelle et puis là, tu parles de problème scolaire. Ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est intellectuel, l'autre, c'est corporel. Ça a tout à voir. C'est ça. Si je prends une feuille de papier et qu'on m'apprend à lire, il va falloir que mes yeux ils aillent de gauche à droite et puis de haut en bas, sans me tromper, sans sauter de ligne, sans inverser le sens de lecture. Il faut que j'ai une bonne conscience de droite-gauche et haut bas. Au bas, on va le retrouver aussi dans tout ce qui est aligner des chiffres en colonne, relire un texte pour voir si j'ai fait des fautes, où est l'accord du participe passé, etc. Il faut que je me repère dans un plan. Un plan, ça a 2 dimensions. Mon corps, si je n'ai pas expérimenté dedans ce que c'est que droite et gauche et haut et bas, si je n'ai pas ces repères en moi, comment veux-tu que je les retrouve sur la feuille? C'est-à-dire, si dans mon corps, je n'ai pas la notion de droite, gauche, haut et bas, quand tu vas me faire lire la différence entre un B et un D, eh ben, je ne la vois pas. Or, une grande partie des enfants qui sont chez le logopède, l'orthophoniste ou qui ont des difficultés, ils inversent les B, les D, les P, les Q. Soit ils ont des inversions droite-gauche, soit ils ont des inversions haut-bas. Ils vont inverser les lettres haut-bas ou les lettres droite-gauche. Et là, ils passent parfois des semaines et des semaines de rééducation. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que, comme ils n'ont pas ça dans leur corps, droite-gauche, haut-bas, comment veux-tu qu'ils le retrouvent dans la page? Et il y a encore un phénomène qui est pire, c'est que nous, il faut qu'on ait aussi un avant-arrière, puisqu'on est en 3 dimensions. Mais l'école, ce n'est que bidimensionnel. L'apprentissage de l'école, c'est lecture, écriture, écran. Donc c'est bidimensionnel, au bas, droite, gauche. Autrement dit, quand tu rentres à l'école, il faut accepter la perte de la profondeur. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'école, ce n'est pas très profond comme apprentissage, puisque tu n'as pas de profondeur. Tu n'as juste que une surface plane. Donc, ce n'est pas profond l'école. Tu ne peux pas vraiment expérimenter les choses. Mais derrière cette blague, ça veut dire que si je n'ai pas expérimenté mon corps tridimensionnellement, pourquoi me le demander sur du bidimensionnel? Ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas cette sensation de droite-gauche, au bas, avant-arrière. Or, les enfants dits 10, les enfants dyslexiques, etc., ont beaucoup de difficultés à se repérer dans l'espace. Tu leur dis droite, ils cherchent, c'est laquelle la droite? Tu leur dis, et ça se retrouve, les logopèdes et les psychomotes le savent bien, ça se retrouve aussi dans le temps. Ils confondent hier, demain, etc. Parce qu'ils sont perdus dans leur corps, ils sont perdus dans l'espace et dans le temps. Parce que j'ai besoin de le temps, c'est devant, derrière. Hier, c'est derrière et plus tard, c'est devant. Donc ça, c'est très intéressant. Or, c'est pourquoi il existe la psychomotricité. Qu'est-ce que font les psychomotriciens, les ergothérapeutes et des tas d'autres thérapeutes? C'est remettre ces repères dans le corps par le mouvement pour aider les apprentissages cognitifs. Or, ce qu'on propose avec les réflexes, c'est d'aller à la base de cette organisation-là. Alors, pour répondre directement à la question de la dame, désolé, ça a pris du temps. L'oreille interne se met en place grâce à un certain nombre de réflexes et dans beaucoup de troubles autour des vertiges, de la perte d'équilibre, de perte de notion dans l'espace, on retrouve ce réflexe non intégré. C'est le cas typique, d'ailleurs on le voit très souvent, beaucoup d'enfants en difficulté scolaire ont aussi des difficultés de mal des transports. Ils sont malades en voiture. Et bien, on va travailler sur ce réflexe-là et la plupart du temps, on a une amélioration au niveau de l'équilibre, de la proprioception, mais aussi de la lecture, de l'écriture, des vertiges et des mal des transports. Incroyable. Ça va? Ouais, très très bien, très très bien. Et c'est vrai qu'on a vraiment, quand on voit ça, on a vraiment une interconnectivité avec tout ça qui est incroyable parce que typiquement, voilà, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai eu aussi des difficultés scolaires, pas dans l'apprentissage, mais plutôt dans le style de la scolarité. J'ai toujours été vu comme un troublion, hein, vraiment le gars qui n'écoutait pas, alors que comme toi, on m'a toujours dit oui, Benjamin a des capacités, mais ça ne l'intéresse pas en fait. Oui, ça ne m'intéresse pas parce qu'être assis à une table, je disais à mes profs, mais à quoi ça sert? Pourquoi faire ça? Et en fait, aucun de mes profs n'a jamais réussi à me répondre en fait. Et c'était pas un manque de capacité, c'était juste que ces gens-là se disaient c'est comme ça que ça fonctionne, pourquoi est-ce que tu me poses une question comme ça? Tout à fait. Et c'est incroyable. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est revenue quand tu as parlé vraiment au tout début du live. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais gaucher et je me suis fait engueuler en fait. Et en fait, je suis passé droitier. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas bien écrire. J'ai toujours des problèmes. Oui. C'est un truc de fou.
C'était fréquent autrefois, ça m'étonne que ce soit encore le cas parce que tu es jeune, mais oui, Ouais. ça arrive. Mais derrière ce petit truc, le fait qu'un gaucher soit forcé à écrire à droite, ça c'est quelque chose qu'on connaît assez bien de nos jours, effectivement, parce que les histoires de droitier-gaucher, c'est assez connu. Mais il existe la même chose au niveau du système visuel, du système auditif, et des jambes et du cerveau. C'est-à-dire on a des dominances, œil, Ouais. main, pied, oreille, etc. En fait, pour aller dans ton sens, le système scolaire ne répond qu'à une seule forme d'intelligence, C'est une ça. intelligence qui est nommée logico-mathématique. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de formes d'intelligence. Ouais. Mais souvent, et ça on le voit très bien dans le monde du sport, parce que tu vois, en plus c'est dégueulasse. Tu vois un sportif, il vient de faire une performance, le footballeur, le truc, le mec il est essoufflé, il vient de travailler comme un fou, il s'est entraîné comme des malades avant, on lui a mis la pression, il a dû contrôler ses émotions, sa coordination, C'est ça. il est épuisé physiquement. Il n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver ses potes pour faire la fête ou pour se réconforter parce qu'ils ont perdu et tout. Et là, tu as un journaliste qui tend un micro qui dit « dites quelque chose d'intelligent ». Quoi. Et évidemment, tout le monde se fout de la gueule des sportifs qui ont l'air pas très articulés au niveau intellectuel. Alors, je propose à tous les gens qui se moquent d'abord de demander quel est le salaire de ce sportif de haut niveau par rapport au tien pour voir quelle forme d'intelligence fait gagner le plus de pognon. Puis ensuite, de faire le même effort que l'autre a fait et puis après de répondre intellectuellement à ça, c'est-à-dire de courir comme un malade pendant 1 heure, de mettre en place des stratégies hyper balèzes intellectuellement. Parce que, excuse-moi, pour réussir en foot, il ne s'agit pas juste de savoir taper dans un ballon. Pour réussir au tennis, il ne s'agit pas de juste savoir attraper une raquette. Il y a des stratégies intellectuelles, émotionnelles, corporelles hyper évoluées. Et donc ça, c'est pourquoi on les considère comme des dieux et que ces gens, ils sont payés plus que n'importe qui d'autre, comme les gros chefs d'entreprise, parce qu'ils sont capables de faire des choses qui nous ébahissent. Et en fait, on dit derrière cette admiration qu'on a pour ces sportifs de haut niveau et pour les Jeux Olympiques et tout le bazar, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais ces mecs ont une intelligence fabuleuse. Simplement, ce qu'on oublie de dire, c'est pas la même que la mienne. Et donc, je suis toujours fasciné par une intelligence qui n'est pas la mienne. Parce que je ne vais pas regarder un mec qui fait la même chose comme que toi. moi. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, donc, j'ai un pote, il est garagiste. Et souvent, il dit ah, mais moi, tu vois, je ne suis pas intelligent et je suis garagiste. Je dis mais attends, moi, tu ouvres le capot de la voiture, je regarde, j'ai l'air d'un con stupide. Je ne sais pas changer une bougie, je ne sais pas changer un pneu et il s'est bricolé. Et ben, un jour, ta voiture est en panne et tu trouves un garagiste et il te dit c'est 200 balles pour changer ce petit truc. Je dis bah, je suis désolé et je suis obligé de le payer, le mec, parce que moi, je suis trop con pour savoir le faire. Un jour j'avais une panne, j'avais une fuite d'eau. Donc, une grosse fuite d'eau. Donc, je prends les pages, comment vous appelez ça, les pages dorées, les pages d'or. Ouais, les pages d'or, c'est ça. Premier plombier, répond même pas. Deuxième, répond pas. Troisième, répondeur, etc. Au 10e, je trouve un plombier. Il dit, je viens tout de suite. Il vient, il travaille 10 minutes, il change le joint, il me dit, c'est 200 balles. Je dis, vous êtes malade ou quoi? 200 balles pour. Il me dit, vous en avez trouvé un plombier de libre? Non? Eh bien, c'est 200 balles. Je suis le seul à répondre. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Cette intelligence manuelle, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Or, qui est plus intelligent? On ne peut pas dire qui est plus intelligent. Il y a besoin de gens qui savent changer les fuites d'eau. Il y a besoin de gens qui savent faire des conférences et aider les enfants en difficulté scolaire. On a besoin de tout le monde. Ce sont des formes d'intelligence différentes. Mais l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence de vision tridimensionnelle, les gens qui sont capables de faire des manipulations tridimensionnelles et d'inventer des choses extraordinaires. Malheureusement, c'est là où je veux en venir, le système scolaire ne met en avant quasiment qu'une seule forme d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, grammaticale et littéraire, mais on oublie toutes les autres formes d'intelligence. Et pourtant, il y en a des tas. Et ça, c'est très, très dommage parce que ça scinde notre société avec soi-disant les élites qui sont des intellectuels. Mais là, la crise du Covid-19, elle le montre bien. Les intellectuels, ils peuvent rester chez eux confinés, on n'a pas besoin d'eux. On va parler des professions, les professions indispensables, les caissières, les mecs qui ramassent les poubelles, les gens qui sont agriculteurs, tous les gens qui sont sous-payés dans notre société se sont qualifiés des professions indispensables. Je ne parle pas évidemment du système médical, tout le monde est d'accord là-dessus. Toutes ces petites professions qu'on d'habitude on dénigre, qui ne sont pas importants, on ne leur dit même pas bonjour, ils font tourner notre société. On n'a pas eux, on n'a pas les agriculteurs, on n'a pas les mecs qui ramassent les poubelles ou les ouvriers qui construisent nos maisons, et ben on n'est rien du tout. Et c'est là qu'on voit que les intellectuels ou les gens qui ont fait des hautes études, on en a besoin, mais sauf qu'ils sont considérés comme une élite dans notre société, c'est juste une brique parmi d'autres. Et on peut s'en passer pendant 2 mois, tandis que les autres, on ne peut pas. Hein.
Ouais. Maintenant, c'est aussi une façon, voilà, de hiérarchiser. Alors moi, voilà, pour la petite histoire aussi, qui va à mon avis te faire rire pas mal. Tu vois, tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, voilà, de communauté, d'esprit, un peu d'esprit d'équipe, hein. Je résume, mais c'est Absolument. vraiment ce côté, voilà, j'apprends chez l'autre et avec l'autre, on est meilleur en fait. C'est-à-dire que moi, je suis bon, Bastien est bon, Paul, t'es bon aussi, mais à nous trois, on est meilleurs. C'est Parce ça, qu'on, on est fait pour voilà, fonctionner en tribu. C'est un c'est petit peu l'idée. ça. Et exactement. Et à l'école, moi, j'ai jamais triché. Par contre, j'ai toujours travaillé en équipe. Tu Bien vois où je sûr. veux en venir? Tu vois où je veux en venir? Et ça, c'est un truc de fou parce que à l'école, même en supérieur, j'ai fait de l'artistique, hein, pour la petite histoire. Et ma prof me disait, tu sais, Benjamin, tu as une capacité de réunir les gens. C'est ça. Et disait, toi, tu finiras, voilà, c'est ça, directeur artistique, un truc comme ça. Mais je dis, moi, je suis pas capable de faire un cercle. Parce que le Tout à fait. problème, hein, on revient à la main droite, hein. On Oui, revient que pendant 20 ans à l'époque, j'ai travaillé avec une main qui n'était pas la mienne et qui me tout à fait. demandait un effort. Tout à fait. Par contre, je dis, je sais qu'avec lui, je vais faire un cercle que personne n'y fera. Et en fait, elle me disait, c'est incroyable comme façon de penser. Et tu vois, c'est là que tu te dis, ben putain, ta façon de penser, elle est hors norme, mais elle n'est pas si bizarre que ça, en Non, fait. bien sûr que non. Tu vois, et Non. ça, je trouve ça fou parce qu'on passe la vie scolaire des élèves à essayer de. Alors, j'exagère, hein, on est d'accord qu'on va un peu dans l'exagération, mais à les monter les uns contre les autres, alors que putain, l'être humain n'est jamais aussi fort qu'en tribu. Mm, mm, mm. Et ça aussi, c'est pour moi un problème de la scolarité. Alors, je suis d'accord, il faut on est d'accord que voilà, en tant que médecin, il faut que tu apprennes les choses pour pouvoir être un médecin compétent. On ne dit pas le contraire. Mais par contre, je ne suis pas convaincu qu'en faisant du travail d'équipe, parce qu'on est bien d'accord qu'au final, tu vas chercher un spécialiste quand tu as vraiment besoin d'un spécialiste. Donc, est-ce que travailler en équipe, faire une formule d'apprentissage qui est différente, encore une fois, parce que bon, c'est de ça qu'on parle, c'est de l'apprentissage, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant? Parce que moi, enfin, nous trois, on est encore une fois la preuve que, et je pense qu'on est loin d'être stupide, mais qu'on a une forme d'intelligence qui est peut-être différente. Qu'il y a quand même d'autres façons de faire, mais c'est juste que, voilà, je ne sais pas si on peut parler d'État ou de pouvoir en place, n'a juste pas envie de chercher plus loin. Quand on voit l'évolution d'un téléphone, de la communication mobile, il y a 100 ans, je veux dire, les gars, il y a 100 ans, on était où là? On était où? Je veux dire, on était nulle part. Et quand on voit la scolarité, il n'y a aucun changement scolaire. Aucun. C'est ça. C'est ça. Aucun. Là, on a avec des téléphones comme ça, des petites oreillettes, et les gars, Tout à what? fait. Tout à Enfin, fait. Ça me fait penser aussi à l'avènement d'Internet, tu vois, parce oui, qu'à l'école, quand on était petit, on nous a demandé d'apprendre des tas de choses, oui. des tas et des tas de choses. Et en fait, on réalise d'une certaine manière, attention, il faut écouter tout ce que je vais dire à la suite, Ouais. et que ça ne sert aujourd'hui avec Internet, la plupart des choses ne servent à rien. C'est-à-dire, j'ai appris tous les départements de France. Ben, ça ne sert à rien sur mon téléphone, je fais quels sont les départements de France et je les C'est sais. ça. C'est ça. Même, je dirais plus à écrire, parce qu'aujourd'hui, mon téléphone, il fait moins de fautes d'orthographe que moi. Quand je dicte à mon téléphone, Ouais. il écrit et il fait quasiment pas de fautes d'orthographe. Avec un tout petit peu d'apprentissage. Les calculs et les mathématiques, on pourrait dire c'est sans intérêt, n'importe quel ordinateur est capable de faire ça. Donc, et comme aujourd'hui on a toujours un ordinateur dans la poche, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est là où le système devrait se remettre en question, c'est que ce n'est pas une histoire de savoir l'intelligence, ce n'est pas du truc d'apprendre par cœur, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Piaget qui est l'un des plus grands parmi les plus grands, il a dit l'intelligence, c'est savoir qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas. C'est savoir qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas. Or, la grave erreur, c'est qu'on a donné des ordinateurs aux gens et qu'on dit voilà, et moi je vois aujourd'hui les enfants à l'école, ils doivent faire des devoirs, alors on leur dit tu vas chercher sur Internet. 100% des devoirs, c'est copier-coller de Wikipédia. Mais c'est débile. C'est débile. Il n'y a eu aucune preuve d'intelligence là-dedans, donc on n'a pas de créativité. Aujourd'hui, on sait aussi que le quotient émotionnel est plus important que le quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont un diplôme égal, qui vont se retrouver dans une entreprise. Celui qui va réussir, c'est celui qui a un meilleur quotient émotionnel. Parce que ce qui compte dans une entreprise, c'est pas de répéter bêtement quelque chose que j'ai appris, c'est savoir m'adapter à la situation, travailler avec les autres en collaboration et proposer quelque chose d'alternatif. Et donc, c'est cette synergie qui est importante. Mais aujourd'hui, le système scolaire ne nous donne pas assez. Ça évolue, ça change. On voit dans certains pays, certains profs, etc. Mais on ne nous donne pas assez cette capacité de travailler en collaboration, en collectif. Et l'être humain n'est jamais seul. L'être humain est toujours avec les autres. C'est le principe de ce qu'on appelle une société ou une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas un chef d'entreprise qui est tout seul. Et c'est là qu'il faut, et c'est pour ça que moi je suis pour des réformes très fortes, c'est que je ne peux pas concevoir que le mec qui est le patron de Carrefour ou de n'importe quelle grosse entreprise, il touche 100 fois, 1000 fois plus que les salariés de son entreprise. Ce n'est pas acceptable parce que sans ces salariés, il n'est rien. Donc le chef d'entreprise, il a une intelligence de savoir créer, avoir une idée, mettre en relation
faire tout un tas de choses qui sont très importantes. Mais s'il n'a pas les caissières dans son supermarché ou les gens qui mettent les produits en rayon, il n'est rien du tout à lui tout seul. Tourne pas, bah oui. C'est là où j'estime, et on le voit très bien encore une fois avec cette crise, que tout le monde est important. Alors, qu'il y ait des différences de salaire, etc., je veux bien le comprendre, mais pas aujourd'hui cette différence phénoménale de notre société. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des humains qui comptent plus que d'autres ou qui ont un rôle plus important dans la société que d'autres. Oui, non, on est tous des maillons d'un énorme organisme collectif. Ouais. Et ça peut nous amener à parler d'écologie, où les gens disent oh bah, si les autres ne le font pas, je ne le fais pas, et ça ne sert à rien, c'est la faute des autres, et jamais personne ne veut rien faire parce que c'est toujours la faute des autres. Non, on est, comme les petites araignées bébés dont je parlais tout à l'heure, on est un organisme collectif, en plus d'être un organisme individuel. C'est-à-dire que la planète fait partie de moi, tout comme je fais partie de la planète. Donc mon comportement a des conséquences sur tous les autres sur la planète, et vice-versa. Mais on a un mécanisme de survie qui est sans doute mal adapté de nos jours où on est trop nombreux comme êtres humains sur cette planète, qui est trop égocentré et que du coup, parfois, on a tendance à penser moi d'abord et les autres après. Mais on le voit bien aujourd'hui, moi d'abord, ça ne marchera pas. Le phénomène où tout le monde est allé faire ses courses, le jour où tout le monde allait faire ses courses à fond, moi, je rigolais doucement en disant mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'à un moment donné, tu devras refaire tes courses. Et s'il n'y a plus rien en rayon, ça ne marche pas. Et moi, je ne suis pas capable de me faire à bouffer tout seul. Et quand bien même je serais capable, je n'ai pas assez pour faire bouffer dans mon jardin toute ma famille. Donc, forcément, on est un collectif. Donc, si on est chacun pour soi, ça se casse la gueule, c'est obligé. Donc, je comprends la peur du type qui dit ça va me manquer, je vais acheter 50 kilos de riz. Mais en même temps, c'est complètement irrationnel parce que tout seul, chez toi, enfermé avec tes provisions, tu vas crever de toute façon. Ça ne peut pas marcher. Surtout si tu n'achètes que du papier WC. Des questions sur l'apprentissage, mais c'est pour comprendre que l'intelligence qu'on cherche à mobiliser à l'école, c'est une forme de quelque chose qu'il faut voir dans sa globalité. C'est ça, et on repart aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est quoi cette façon d'être égocentré? En fait, on s'est adapté à quelque chose de mauvais, ce qui amène aussi, allez, je vais utiliser un mot un peu fort, mais un manque de sagesse. Les gens, en fait, c'est ce que je disais hier, j'avais une conversation avec une dame, et je disais, écoutez, voilà, le problème, c'est qu'on apprend aux gens à croire, pas à penser. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens apprennent à croire, ouais, ok, mais quand ils croient les mauvaises choses et qu'ils ne mettent pas les choses en perspective, etc., encore une fois, une adaptation qui est négative, en tout cas qui amène plus de mauvais que de positif. C'est pour ça que ce qui est très intéressant à l'école, c'est tout ce qui est fait pour aider les gens à penser par eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes. Tu vois, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du phénomène des fake news et c'est un véritable problème. Mais on va avoir deux états de fait où tu as le gouvernement qui veut contrôler, interdire, et puis les gens qui en même temps font des tas de conneries et qui disent vraiment des conneries et qui déstabilisent la société. Donc, c'est très difficile. Or, j'ai vu un reportage de ce qui se fait en Finlande où depuis toujours les enfants, on leur apprend à réfléchir. C'est-à-dire, par exemple, on leur dit, quand tu apprends une information, comment la vérifier? Comment retrouver la source? C'est quoi les références dans un article? Comment ça fonctionne? Là, tu réfléchis, tu peux prendre une distance. Mais aujourd'hui, je suis désolé, le français moyen, on lui dit quelque chose et il ne sait pas si c'est un truc anecdotique, il ne sait pas où aller chercher les sources. Donc, oui, tout est disponible sur Internet, mais tu ne sais pas où aller chercher l'info. Or, justement, c'est ça qui est intéressant, de savoir utiliser les outils, parce que les outils, on les a, mais ce n'est pas le problème d'outils, c'est de savoir comment je l'utilise. Et pour revenir à ce que tu dis, revenir à notre sujet sur les réflexes, parce que sinon Bastien, il va nous disputer, attention. Bastien, jamais, non. Il parlait réflexes. Non. Apprentissage et réflexe, c'est vrai. C'est qu'en fait, tu as tout à fait raison, on est adapté pour un milieu qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Nos réflexes, notre fonctionnement aussi psychologique et cognitif, il est adapté pour la vie dans la tribu préhistorique, archaïque, où quand on vient au monde aujourd'hui, on vient au monde avec 100 000 ans de décalage horaire. On n'est pas adapté pour l'environnement dans lequel on est. Et du coup, nos réactions ne sont pas appropriées. Comme je le disais tout à l'heure, le prof t'interroge et toi, c'est fuite ou lutte. Ce n'est pas approprié, c'est approprié quand il y a un tigre qui est là. Or, nos réactions émotionnelles, nos réactions cognitives ne sont pas encore adaptées au monde qu'on a. On a changé notre environnement plus vite qu'on est capable de s'y adapter. De s'adapter, c'est ça. Mal adapté à notre environnement qui a changé trop vite ou que nous avons changé trop vite depuis le néolithique. On va essayer de répondre à quelques questions de genre… On y va. On parle toujours de mouvement, mais est-ce que la position lors du sommeil a un impact sur le dos, le ventre, les côtés? Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu l'inverse. Parce que j'ai un certain nombre de réflexes qui sont actifs, ça va me conditionner un certain nombre de positions quand je dors.
Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut la peine de changer certaines positions quand je dors pour modifier telle et telle chose? Certains le proposent. Moi, j'ai vu qu'en travaillant avec les gens, c'est difficilement réalisable parce qu'on a une habitude de vie. Si on a cette habitude, c'est toujours difficile de la changer. Ce qu'il faut aller, c'est derrière comprendre quel est le programme moteur réflexe qui me fait réagir comme ça et comment je peux l'intégrer et l'inhiber. Et là, on a plein de possibilités. Donc, par le mouvement, on va pouvoir réintégrer les réflexes posturaux et automatiques et donc progressivement les choses vont changer. Mais ça implique aussi parfois des changements dans le mode de vie. On va proposer aux gens des nouvelles manières de se tenir, des nouvelles manières de marcher, des nouvelles manières le rapport aux chaises, le rapport au lit, le rapport à tout un tas de choses. Puisqu'on vient de dire que c'est le milieu qui nous façonne, il faut aussi réfléchir à notre milieu dans la vie quotidienne et les choses changent. Voilà. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est la résultante de mon mode de vie et ça a donc un impact. Et plutôt que de changer ma position de sommeil, je change d'autres facteurs qui vont finalement changer ma position dans le sommeil. C'est les habitudes qui créent ça, en fait. Voilà. Autre question, vas-y Bastien. Pour en revenir au sport, que peut-on faire, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, au niveau des réflexes non intégrés? Ah, ben, alors là, ça c'est une bonne question. Première question que moi, à laquelle je réponds souvent, c'est les parents qui me disent quel est le meilleur sport pour mon gamin? Quel sport il devrait faire mon gamin par rapport, sous-entendu, par rapport à ses difficultés? Eh bien, la seule bonne réponse que j'ai, c'est le sport le plus important pour lui, c'est le sport qu'il aime faire. Déjà, je ne peux pas forcer quelqu'un à faire une activité qui ne lui plaît pas. Ça ne va pas être intégratif pour lui. Ça ne va pas lui apporter véritablement du bien au niveau corporel, au niveau émotionnel, etc. Donc la première chose, c'est déjà, il faut faire quelque chose qui nous plaise. Il faut faire quelque chose qui me passionne, quelque chose où j'ai envie d'y aller. Pas dire oh non, ça me fait chier et tout. Donc, parce que déjà, c'est dur d'être régulier dans une pratique sportive ou autre. Donc si en plus j'aime pas ça, surtout chez un gamin et que je suis forcé de le faire, déjà je suis forcé d'aller à l'école, forcé de faire des devoirs, forcé de respecter des emplois du temps, de manger à l'heure et tout un bazar, de me brosser les dents. Et si en plus mon activité de loisir elle est contrainte et forcée, ça va pas aller. Maintenant, en tant qu'éducateur sportif, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Déjà, c'est un très beau métier d'être éducateur sportif puisqu'on est justement dans un endroit clé où on peut aider et contribuer à beaucoup de choses dans notre société. Il y a l'apprentissage, mais il y a aussi la prise en charge de la santé, du bien-être, de beaucoup de maladies. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des maladies de civilisation sont dues à la sédentarité. Donc, ça veut dire que déjà, on devrait être considéré comme un acteur majeur de la santé et de la prévention. Mais à côté de ça, on est un acteur majeur de la mise en place au niveau corporel, de la coordination et donc de la cognition, et donc pour aider les enfants en difficulté d'apprentissage. Donc, je dirais, moi, deux choses. Tout ce qui va favoriser l'exploration globale du corps, donc de ne pas chercher, moi c'est mon point de vue, de remettre les enfants dans la compétition et la performance à tout prix. Ce qui compte, c'est éducation physique, c'est une éducation au corps, c'est de découvrir son corps et ses potentialités. Et donc, le jeu collectif, le jeu individuel, l'aspect ludique doit être majeur et d'explorer plein de choses. Je dirais un peu avec cette notion de crossfit, de cross-training, de toucher un peu à tout et de faire ça. Pas dès qu'on est dans la performance, dans la compétition, on se surspécialise, on est dans le contraire de ce dont on parlait. C'est ça. Après, quelqu'un est passionné par une activité et a envie de s'y spécialiser parce que ça le passionne, très bien pour lui. On en a besoin aussi et ça lui fait plaisir, très bien. Mais de ne pas chercher à mettre les enfants dans cet aspect compétition, performance à tout prix. Il faut le mettre dans l'aspect découverte, jeu, plaisir. Première chose. Tout ce qui va développer la coordination, deuxième chose, est très importante. Tous les jeux de coordination, tout ce qui est coordination, très important. Tout ce qui est varié, bon, ça je viens de le dire, très important. Et puis autre chose, je vais parler en quelque sorte pour ma chapelle. Je pense que tout éducateur pourrait bénéficier d'apprendre des petits trucs, un petit stage ou deux sur les réflexes archaïques. Pourquoi? Parce que moi, je vois beaucoup d'enfants. On leur dit, moi je l'ai vécu gamin, oh, il a des problèmes corporels, il devrait faire, à mon époque, c'était du judo. Il faut qu'il fasse du judo. C'est dans le judo, il va se coordonner. En plus, tu vois, il est un peu hyperactif, il va maîtriser son énergie, il va faire du judo. Sauf que je suis allé au judo, mais le judo, ça nécessite une grande coordination. Ouais. Et moi, j'étais complètement paumé au judo. Donc, j'ai dit à mes parents, je ne veux plus faire du judo, c'est trop dur. Et ben, mais moi, je vois ça avec des adultes. Des adultes, on leur dit, voilà, tu devrais faire, tu es stressé et tout, du tai chi. Je ne sais pas si vous avez fait du tai chi, mais si tu n'es pas balèze au niveau coordination, tu n'y arrives pas. Ou même des gens du step. On leur dit, bah, allez, va faire du step. Ben, le step, les gens, ils font ah! Et ils abandonnent au bout de 3 séances. C'est dommage parce que ça part d'une bonne intention. Le judo, c'est très bien. Le step, c'est très bien. Toute activité est très bonne en soi. La natation. Mais si tu as des tas de problèmes de réflexe, la natation, tu n'arriveras pas. Tu vas te noyer.
et ça ne va pas marcher. Donc, vous, l'éducateur sportif, vous êtes bien embarrassé parce que si votre boulot, c'est de faire de la natation ou du step et que la personne, elle n'y arrive pas et qu'elle est frustrée, au bout de 3-4 séances, elle va abandonner. Et même, je vois des gens, ils sont au bord des larmes, ils sont là au step. Et tu vois les autres, ils réussissent, c'est pas toi, tu as l'impression d'être con. Ils se mettent sur le bord de la salle, ils regardent les autres, c'est pas pour moi ce truc. C'est très, très frustrant. En plus, on se retrouve comme à l'école, jugé, évalué, je suis con, je suis un incapable et tout et tout. Donc, si toi, tu connais les réflexes, tu peux dire à la personne, écoutez, on va peut-être faire un petit bilan moteur ensemble pour voir ce qui se passe au niveau de vos réflexes, pour vous aider. Et là, tout de suite, tu vas voir des petits réflexes très simples, asymétriques du coup pour la coordination des bras, le moro qui s'active. Et puis tu lui dis, je vais vous montrer des petits mouvements que vous allez pouvoir faire chez vous. Et vous allez voir, revenez la semaine prochaine, ça va changer. Et les gens, tout d'un coup, inhibent le moro, inhibent l'asymétrique du cou, inhibent le réflexe tonique labyrinthique. Et tout d'un coup, le step, ça marche, le crawl, ça marche, et etc. Donc, c'est quoi? C'est approfondir vos connaissances au niveau neurologique, au niveau biologique, au niveau de ce qu'on a dit aussi, comprendre notre habitat, la nature, etc. Pourquoi on est fait, c'est l'aspect qu'on pourrait dire fonctionnel. C'est très important dans votre domaine d'avoir cette notion de fonctionnel. À quoi ça sert en vrai cette compétence? Et puis, d'avoir cette notion très importante de réflexe archaïque, parce que c'est la base. Et là, très vite, vous pouvez faire ce qu'on pourrait appeler une micro-intervention. Ça ne va pas vous transformer en thérapeute. C'est votre rôle de savoir comment s'organise le mouvement en tant qu'éducateur sportif, physique et sportif. Et une fois que vous connaissez comment il s'organise à la base, vous pouvez pouvoir aider les gens à cette base. Et donc, les gens n'abandonneront pas leur cours de tai chi et ils seront contents et ils pourront en bénéficier. Magnifique, parce que c'est exactement la démarche que j'ai eue depuis 2 ans. J'étais frustré de voir des gens qui étaient incapables de sauter sur une box, j'étais frustré de voir des gens qui étaient incapables de mettre la tête en bas et de faire le poirier. J'étais frustré de voir des gens qui étaient incapables de coordonner les membres inférieurs avec les membres supérieurs. Frustré de voir des gens qui étaient incapables de faire la marche de l'ours. Exact, incroyable, même la marche de l'ours, donc tu vois. Ben oui, alors que logiquement, on est censé l'avoir appris quand on était petit, parce que, alors, il y a souvent le dicton qui dit il faut savoir marcher avant de courir. Mais non, il faut savoir ramper avant de savoir courir. Il ne faut pas oublier cette métaphore, elle est super importante. Mais ce que tu dis, ça me parle énormément parce que ça, c'est l'apprentissage, simplement. L'apprentissage, connaître l'apprentissage. En tant que prépa physique, en tant que thérapeute, en tant que ce que tu veux, il faut connaître l'apprentissage. C'est ça, c'est mon truc de toute la vie, de dire qu'en fait, tout thérapeute, tout coach, tout enseignant est dans une situation où il enseigne. Donc, il est face à des apprenants. Mais on n'a pas enseigné à tous ces professionnels-là qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, comment on apprend avec notre corps, comment on apprend avec notre cerveau et comment aider les gens qui ont des difficultés d'apprentissage. Et vous seriez surpris de voir que de nombreux logopèdes orthophonistes, de nombreux psychomotriciens, etc., qu'on va voir pour des problèmes d'apprentissage, ne l'ont pas appris non plus et arrivent dans nos cours. Et parfois, il y en a qui se mettent à pleurer ou des gens qui disent « ça y est, j'ai enfin compris mon métier parce qu'on m'avait tout enseigné, sauf la base de la pyramide ». Il n'y a pas très longtemps, il y a un psychomote qui était là en cours, une des dernières sessions qu'on a faites avant le confinement. Il était donc un psychomotricien qui exerçait depuis 20 ans. Et à la fin de notre stage de 4 jours, il a dit « ça y est, j'ai enfin mon diplôme d'État ». C'est-à-dire, ça y est, je comprends enfin comment je vais faire tout ce que j'ai appris depuis 20 ans. Bon, il faisait du très bon travail, mais maintenant, il a une compréhension globale et il lui manquait un maillon. Et ça, souvent, les professionnels nous disent, vous m'avez apporté le maillon qui manquait. Ben, je ne sais pas pourquoi, personne ne s'était intéressé à la base de la pyramide. Enfin, si, je sais pourquoi. Nous, les êtres humains, on a un mental tellement développé qu'on pense que tout vient de là. Et on n'aime pas trop regarder les choses qui sont en dessous du mental. Et on en revient à la discussion des gens qui regardent le sportif, qui s'exprime plus ou moins bien et qu'on juge en disant, voilà, il est stupide. Alors qu'en fait, on l'admire parce qu'il a une énorme intelligence corporelle. Mais donc, du coup, on le traite un peu. Mais voilà, nous, notre mental est un petit peu au-dessus du corps et on voudrait être dans cette dichotomie descartienne de séparer le corps et l'esprit quand en fait, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc, ça n'a aucun sens de vouloir séparer l'un de l'autre. Merci beaucoup, Paul. Quelles sont tes prochaines formations? Qu'est-ce que tu veux dire? Tes prochaines formations qui sont disponibles à Caen, c'est ça? Oui, alors on donne des cours à Caen ou ailleurs, hein, on donne des cours aussi à l'étranger, on se déplace beaucoup. La prochaine formation, j'ai un peu peur de le dire parce que nos formations sont complètes des mois à l'avance en règle générale. Ouais, mais la prochaine à Caen, c'est au mois de juillet. Il doit rester, à l'heure où je te parle, 3 places sur 50 places disponibles. Mais après, on redonne à Lyon. Là, à Lyon, il y aura beaucoup plus de monde. Et pour les Belges, c'est facile de venir à Lyon en général, c'est direct. Et on va à Lyon.
c'est du 30 septembre au 3 octobre. C'est la formation L'alphabet du mouvement. Tu vois, ça dit ce que ça dit, l'alphabet du mouvement. C'est la base. La base. Une fois que tu connais les lettres, tu peux les assembler. Mais nous, on essaye souvent d'assembler, de faire des poésies avant de connaître l'alphabet. Il faut déjà apprendre l'alphabet. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'alphabet du mouvement. Pour un coach sportif ou un thérapeute qui est en train d'écouter ce podcast, il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux dans tes formations. Comment est-ce qu'on doit faire en fait? Comment est-ce que ça se passe? Par où démarrer? On commence par l'alphabet. Tu fais l'alphabet du mouvement. Et après ça, il y a plusieurs stages à thème. Les gens qui font tous les stages à thème, ils peuvent ensuite se certifier. Mais selon les professions qu'on a, on va avoir… Parce que on a vaguement parlé des réflexes, mais il y a beaucoup de choses dans le monde des réflexes. On n'a pas à peine regardé la surface. Il y a les réflexes de vie, les réflexes archaïques, les réflexes du visage, les réflexes posturaux. Il y a les réflexes de la naissance. Et donc là, selon les professionnels, par exemple, un kinésithérapeute, un physiothérapeute va s'intéresser aux réflexes de vie, aux réflexes posturaux. Les logopèdes, ils vont s'intéresser aux réflexes du visage, succion, déglutition, la parole. Beaucoup de thérapeutes au niveau émotionnel, ils vont s'intéresser aux réflexes de stress, aux réflexes de la naissance en lien avec l'attachement. Donc, il va y avoir ensuite différentes choses. Il y a aussi des gens qui travaillent avec dans le monde du handicap, avec les bébés, où là, il y a différentes manières de travailler sur les réflexes. On peut travailler les réflexes par le jeu, par le tactile, par le postural, par le mouvement, comme les mouvements de mobilisation primordiale type Original Strength de Tim Anderson. Il y a plein de manières de faire. La méthode que j'ai créée en 2011, c'était une synthèse de tout ça. Donc, on va enseigner plein d'outils. Donc, il y a plusieurs modules. En tout, il y en a 7, y compris la certification. Mais tout le monde commence par l'alphabet du mouvement. Et je veux dire juste un truc. Je ne veux pas vendre mes stages, justement. Vous faites déjà le premier stage de 4 jours. Tu as un nombre d'outils énorme, théoriques et pratiques. Et beaucoup de praticiens, déjà, ça fait beaucoup. Après, on veut en faire d'autres. Quelques mois après, on se dit, tiens, là, ça va m'aider à aller plus loin. Mais je vous assure que les 4 premiers jours, on apprend déjà énormément de choses, qu'on soit coach. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans nos stages, on a des coachs mélangés à des logopèdes, mélangés à des orthophonistes, des psychologues, des médecins, là, en général, sur 50 personnes, tu auras 30 professions différentes de relations d'aide et tout. Tu as des spécialistes de la vision, des optométristes, tu as des podologues, posturologues. Dans toutes nos formations, il y a toutes ces professions représentées, toujours. Des kinésiologues, il y a tout le monde. Moi, je vais garder, mais je pense que j'en serai. On se verra avec plaisir. Dépendra de la qualité des frites, hein, Paul. Ouais, non. Tu viens pas en Normandie pour bouffer des frites. Non. Tu vas boire un coup de calva, tu vas manger des spécialités ici, des tripes à la mode de Caen si tu manges de la viande, c'est pas mon cas, ou de la turgoule, c'est un dessert excellent, et tu vas avoir des tas d'autres choses qui vont beaucoup te plaire. L'apprentissage, ça me plaît. Le calva, c'est autre chose que la bière, hein, je te le dis, moi. Merci beaucoup, Paul. En tout cas, moi, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'il y aura certainement une 3e partie. On va faire ça à chaque fois. Ouais, il y aura une suite. Okay. En tout cas, c'était chouette les questions. Vous avez, merci à vos auditeurs pour ces bonnes questions. C'était chouette et ça m'a fait plaisir d'y répondre en tout cas. C'est toujours un plaisir de chatter avec vous aussi. C'est chouette. Merci à vous deux en tout cas. Voilà. À très bientôt, Paul, et passez une bonne journée. Avec plaisir. Merci tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Hop. Nickel.